Chers invités, en vos grades et qualités respectifs, c'est un grand bonheur pour moi de me tenir ici devant vous en tant que maire de notre belle commune de Golias pour cette cérémonie des vœux qui représente un moment particulier, moment où nous pouvons tirer un bilan de l'année écoulée et regarder avec optimisme vers l'avenir. Je tiens tout d'abord à remercier sincèrement les élus et représentants de l'État qui nous font l'honneur de leur présence. Monsieur le sous-préfet Yann Gérard, monsieur le sénateur Laurent Burgoa, monsieur le conseiller du département Gérard Blanc, madame la conseillère du département Muriel d'Herbecourt, monsieur le président de la communauté de communes du Pont du Gard Pierre Prat, monsieur le premier vice-président de la CCPG Olivier Sauzé, maire de Vers-Pont-du-Gard, mesdames et messieurs les vice-présidents de la CCPG Elisabeth Viola, Fabrice Fournier, maire de Maine, Jean-Marie Moulin, maire de Saint-Bonnet-du-Gard, le commandant de groupement de gendarmerie, je ne l'ai pas vu dans l'assistance, mais par contre il est représenté, je le vois en face de moi, par le capitaine de brigade de Romoulin, Fabrice Revel, et Alexis Piette est également représenté. Voilà, je vous remercie pour le centre de secours d'Uzès. Et pour terminer, donc comme vous pouvez le constater, un petit clin d'œil aux élus du conseil municipal des enfants avec Raphaël, Elsa, Aurès, Mayol, Nino et Dimitri. Votre présence témoigne de l'esprit d'unité qui anime notre territoire et qui caractérise l'intérêt porté à notre petit village rural. En ce tout début d'année, qu'il me soit permis de vous présenter tous mes vœux, à vous et à ceux qui vous sont chers, des vœux de bonheur bien sûr, des vœux de santé bien entendu, des vœux de paix et de prospérité. J'aurai également une pensée pour ceux qui souffrent, ceux qui sont absents et qui nous ont quittés. Et notamment une pensée affectueuse à mon ami Rémi Niel qui nous a quittés bien trop tôt. Pour résumer en peu de mots le cœur de l'action municipale, je dirais qu'ensemble nous avons l'ambition de construire pour tous. C'est un chemin long, passionnant, mais difficile. Vous le savez, nous évoluons ces dernières années dans un contexte national marqué par une succession de crises, qu'elles soient sanitaires, économiques, sociales ou écologiques, aggravées par une contraction des marges de manœuvre budgétaires. Cela implique une adaptation constante et surtout une grande détermination. Précisément sur nos finances communales, permettez-moi de vous rappeler qu'en prenant nos responsabilités, nous étions mis en garde dans le cadre du dispositif de prévention des difficultés des collectivités locales par la DGFiP sur la situation financière particulièrement dégradée, avec notamment un fort endettement de 3,2 millions d'euros qui est aujourd'hui ramené à 1,9 million d'euros. C'est une réalité. Nous avons dû en tenir compte dans la mise en œuvre de notre politique, à savoir redresser les comptes communaux en réduisant la dette, tout en maîtrisant l'évolution des taux de fiscalité locale. Concernant la fiscalité locale, je dirais qu'elle a évolué conformément à nos engagements, puisque la taxe foncière, qui est le principal impôt qui pèse sur les ménages, n'a pas augmenté sur la part communale depuis notre entrée en fonction. Voilà le cadre financier incontournable qui définit le périmètre de notre action. Quant au projet politique que nous mettons en œuvre, il repose sur des valeurs et des convictions qui se traduisent au quotidien par une méthode et des actions. Pour commencer, quelques mots sur la méthode, mais avant de l'aborder, permettez-moi une courte digression pour partager avec vous ma réflexion du moment, que je résumerai ainsi. Le maire est aujourd'hui tenu de responsable de ce qu'il ne peut plus décider, puisqu'il n'occupe plus une place centrale dans la prise de décision, ou quand bien même dans l'administration de sa propre commune. Ses marges de manœuvre s'en trouvent ainsi réduites, enfermées dans un cadre législatif et réglementaire de plus en plus complexe et tenu par des contraintes budgétaires importantes. Il se heurte aux attentes
légitime et exigence grandissante des administrés qui nécessitent des solutions globales et qui dépassent de loin son champ de compétences. Je close cette parenthèse, néanmoins il était important de vous faire part des contraintes auxquelles nous sommes soumis. Je reviens donc à la méthode. À titre personnel, je resterai fidèle à ma ligne de conduite et continuerai à privilégier une approche pragmatique et concrète pour répondre aux enjeux qui nous attendent. Puisque je reste convaincu, et c'est ma conviction profonde, qu'une politique efficace ne doit pas être prisonnière d'idéologies rigides et figées. J'aime à penser, et je le répète assez régulièrement, que l'idéologie c'est bien, les actes c'est mieux. Et je me rallie à cette idée qu'il faut agir, l'action est le principe, l'action est le moyen, l'action est le but. Je continuerai à travailler au service de l'intérêt général dans un esprit de dialogue et de compromis, en me concentrant sur les résultats et l'efficacité. Ce dialogue et cette concertation s'étendent à tous les acteurs locaux de notre territoire. Associations, agriculteurs, commerçants et artisans, aujourd'hui ils sont écoutés, associés et leurs demandes sont prises en compte, notamment au travers de rencontres semestrielles ou annuelles. Nous avons par exemple mis en œuvre un plan pluriannuel de travaux des voies de circulation et d'accès à destination des exploitations agricoles. Je vous l'assure, vous pouvez compter sur une équipe d'élus motivés et investis dans leur délégation. J'adresse ici même mes remerciements aux conseillers municipaux ainsi qu'aux adjoints au maire pour leur loyauté et leur engagement. Je tiens également à remercier publiquement nos agents communaux. Vous êtes la force vive de notre commune. Vous êtes partie prenante de l'action du renouveau que nous conduisons. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Avec vous, le nouveau village de notre village se dévoile jour après jour. Je reprendrai la parole, mais je souhaite désormais donc la donner à monsieur le sénateur Laurent Burgoa. Bon, monsieur le secrétaire général, madame et monsieur les conseillers départementaux, chers amis, monsieur le président de la communauté de communes, permettez-moi également, ce qui me permet de réviser mes élus, le maire de Saint-Bonnet, le maire de Vers, le maire de Maine, la représentante de Romoulin, et bien sûr, te saluer, cher Jonathan, d'abord te remercier de ton invitation, saluer l'ensemble du conseil municipal de Colias, et un mot tout particulier pour les jeunes conseils municipaux de Colias que j'avais rencontré en juillet dernier, puisque ensemble nous avions visité la maison du Castor et on avait échangé, on m'avait posé quelques questions sur mon activité. Mesdames, Messieurs, moi toujours un plaisir, mon cher Jonathan, de venir dans cette belle commune, alors ne dis pas petite commune, dans cette belle commune de Colias où il y a un cadre de vie exceptionnel. J'ai l'habitude de venir souvent en juillet où on passe un moment de convivialité proche du Gardos, ce qui me permet de faire le point sur tes dossiers, ce qui me permet de vous solliciter après, monsieur le secrétaire général, vous êtes toujours très attentif aux demandes des élus de votre arrondissement. Je tiens à le dire aussi, on a la chance dans ce département, parce que souvent les élus, on a tendance à critiquer l'État, mais on a la chance d'avoir un préfet, des sous-préfets qui sont quand même très attentifs aux demandes des élus. Je tiens à leur rendre également cet hommage, parce que cet hommage est mérité, et je tenais à le dire. Oui, vous avez une belle commune. Et vous avez un maire et une équipe municipale qui s'investit totalement. Et je tenais à vous rendre, à vous tous, un hommage, parce que tu l'as cité à travers tes vœux, dans un monde si tumultueux, dans une France si fracturée, et j'y reviendrai, on a la chance d'avoir des élus municipaux. Le conseil municipal de Colias, c'est la stabilité. On ne peut pas dire autant de certaines instances nationales. Et donc, heureusement qu'on vous a, mesdames, messieurs, parce que grâce à vous, nos concitoyens, des interlocuteurs, vous êtes ces élus de proximité, ces élus, comme je dis, souvent de Cambouis. Des fois, ça peut être un peu dangereux. Et je sais que malheureusement, cette année pour toi a été une année un peu difficile, Jonathan, par rapport à ce que tu as subi et que je condamne fortement lors de la fête votive, qui me paraît totalement inadmissible qu'on puisse s'attaquer à un élu de la République, car s'attaquer à un élu de la République, c'est s'attaquer tout simplement
à la République. Et que j'attends que les pouvoirs publics puissent condamner l'auteur de ces faits-là. Alors oui, tu l'as signé, notre France est fracturée. Je pense qu'il faut que nous, les élus nationaux, nous soyons responsables. Alors c'est vrai que l'autre pôle de stabilité, c'est le Sénat, qui a toujours plus une attitude sage que l'autre chambre, mais j'appelle aussi mes collègues de l'autre chambre, quelles que soient nos différences, à ce qu'on vote un budget. La France a besoin d'un budget, les collectivités ont besoin de savoir quel budget. J'ai plutôt de bonnes nouvelles à vous annoncer, mesdames, messieurs, c'est que nous avons voté, nous, déjà le budget des collectivités, c'était hier, l'après-midi, et comme on l'avait dit, on l'a redit encore hier, vous savez qu'on vous demandait 5 milliards d'efforts, le Sénat, dans sa sagesse, l'a ramené à 2 milliards, et notamment, nous avons enlevé tout ce qui était, à mon avis, le plus stigmatisant pour vous, c'était de vous enlever le fonds, le FCTVA, qui était pénalisant, parce que vous aviez des projets, ce FCTVA qui devait vous être payé était fléché dans vos budgets, et c'était anormal de vous pénaliser. Donc cela a été enlevé pour 800 millions qui étaient fléchés, et également des communes rurales, puisque vous êtes tous ici représentants de communes rurales, votre DGF sera également maintenu. Après, il faut que nous, on votera le budget jeudi prochain au Sénat. Nous aurons une commission mixte paritaire qui va réécrire tout le budget. Et après, nous allons faire le dernier round. Après, j'en serai dans l'autre chambre. Mais j'appelle quand même un brin de sérénité parce que ça a coûté très cher la décision de mois de décembre. Très cher à vous tous, mesdames et messieurs. Je tiens à vous le dire. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ceux qui ont pris cette décision, c'est 50 milliards de plus toujours qu'il faut trouver. Et on sait où il faudra les trouver. Je dis maintenant, vous avez été certains pénalisés par rapport au ticket restaurant. Vous n'avez pas pu utiliser à partir du 1er janvier parce que malheureusement, nous, on devait le voter le 16 décembre et malheureusement, nous avons été mis au chômage technique vu la décision de notre chambre. Voilà, ça c'est la réalité. Je crois qu'à un moment, quand on est un élu, quand on est élu national, quelles que soient nos divergences, c'est normal qu'on ait un débat d'idées, ça s'appelle la démocratie. Mais à un moment, il faut être responsable. Parce qu'on a besoin que la France tourne. Et je m'appelle à moi, à tous les élus, quel que soit, à un moment, on va avoir un point de responsabilité. Et je vous le dis, on a besoin aussi des municipaux, et notamment sur 2 décisions. Donc, je sais que beaucoup vont solliciter sur la compétence sur l'assainissement. Donc, le Sénat avait voté le fait que cette compétence ne soit pas transférée automatiquement en 2026 aux communautés de communes. J'ai plutôt de bonnes nouvelles. Ce texte est inscrit début février à l'Assemblée nationale. Là aussi, j'appelle de la sagesse de nos collègues afin qu'ils votent conforme ce texte qui vous permettra de retrouver, tu as dit, on a des obligations, mais on n'a pas le choix. Là, vous aurez le choix, mesdames et messieurs les élus municipaux, de votre avenir sur cette compétence. Vous déciderez si vous souhaitez ou non transférer cette compétence. Et l'autre point positif, nous allons délibérer fin janvier, alors sur un thème peut-être un peu technique pour vous, mesdames et messieurs, mais quand je vais le dire, les élus vont vite comprendre, le ZAN. Alors, c'est pas le ZAN qui est d'Uzès, de Briand, hein. C'est en matière d'artificialisation des sols, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, je vous résume bonjour, si par exemple sur Colias on construisait 3 hectares de maison, dans 2031, on ne pourrait plus construire qu'1,5 hectare. Ce qui est quand même pénalisant parce qu'on sait qu'on est dans une région qui est très attractive, où on demande de plus accueillir, et que, à travers cela, sournoisement, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent à l'administration centrale et qui ont toujours des idées. Ce qui est bon à Paris n'est peut-être pas bon à Colias. C'est-à-dire qu'en faisant cela, ici, plutôt la maison modèle, c'est la maison individuelle. Mais en faisant cela, c'est-à-dire qu'on pourra toujours accueillir des gens, mais il faudrait construire en hauteur. Or, je pense qu'ici, le R+2, le R+3 à Colias, ça ne passerait pas. On ne va pas refaire le point du Gard. C'est quand même ici, il y a plusieurs maires qui sont concernés, c'est quand même votre monument, donc on ne va pas faire le point du Gard des années 2030 ou 2030. Donc tout cela, il faut le revoir, et on va voter une proposition de loi pour que l'objectif de 50% ne soit pas atteint pour vous en 2031, mais qu'en 2050, ce qui permettra quand même un peu plus de latence. Je viens de le dire, j'en terminerai par là, c'est qu'on a la chance d'avoir, et pour une fois, un ministre des collectivités territoriales qui a été un ancien maire et qui comprend cela. Moi, je l'ai vu hier à travers les débats. Dès qu'on parle de technique, on a la chance d'avoir. On n'a pas un ministre technicien, technocrate, mais on a un ministre qui a été un ancien maire, donc il connaît toutes ces problématiques et il est à l'écoute, j'allais dire, des parlementaires.
Et puis, j'en terminerai par rapport à vous, mesdames, messieurs. Permettez-moi de vous souhaiter, cependant, après avoir décrit, j'allais dire, un monde un peu, une France un peu tumultueuse, permettez-moi quand même de vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de bonheur et surtout de bien vivre à Colias. Je te remercie, mon ami Laurent, pour cette intervention et je profite de ce moment pour te remercier, pour te renouveler mes remerciements, pour ton investissement et ta grande disponibilité et surtout ton accompagnement dans la résolution de dossiers complexes qui concernent la commune. Après avoir donc abordé la méthode, on va maintenant s'intéresser aux réalisations concrètes, les projets qui sont en cours et les nouveaux services mis en place. D'ailleurs, ces avancées, elles sont illustrées sur la projection que vous avez au travers d'un reportage photo. Afin de satisfaire vos attentes, nous agissons ces dernières années avec force et détermination sur les thématiques suivantes. La mise en œuvre d'une gestion financière rigoureuse et responsable. La restauration de la cohésion sociale. La sécurité. Le rétablissement de l'ordre et de l'autorité. L'environnement et l'écologie, mais aussi l'affirmation et la transmission de nos traditions aux jeunes générations. Au même titre, nous accordons une grande importance à la justice sociale et nous avons ainsi placé l'action sociale et la solidarité au cœur de notre projet. En rupture avec les politiques précédentes, nous avons opéré un virage radical en matière de politique sociale en multipliant par plus de 3 les crédits alloués. La mise en œuvre de dispositifs concrets tout au long de son mandat auront permis d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens dans leur quotidien. Je citerai par exemple la bourse au permis, mission argent de poche, les bons inflation. Pour répondre à l'inflation galopante, nous avons réagi en mettant en place ce mécanisme de solidarité concret qui permet d'aider les personnes en difficulté tout en dynamisant l'activité de nos commerçants locaux. L'aide et l'assistance aux personnes en difficulté par le biais d'un financement direct, par exemple pour un BAFA, des frais d'ambulance, des factures d'énergie, des travaux d'aménagement ou d'acquisition d'équipements spécifiques à l'accueil de personnes en situation de handicap. Par ailleurs, nous estimons essentielle la réussite scolaire de nos jeunes écoliers, car nous pensons qu'il s'agit non seulement d'un investissement pour l'avenir de nos enfants, mais aussi pour la société dans son ensemble. À cet effet, nous avons mis en œuvre une panoplie de mesures, notamment des séances d'aide aux devoirs, encadrées et dispensées par des habitants de la commune, ou encore la mise à disposition et l'accès à une plateforme en ligne dédiée au soutien scolaire qui propose donc une aide personnalisée pour les cours, les devoirs ou les révisions. Quant au cadre de vie, la commune de Colias poursuit sa marche en avant et sa progression au classement du palmarès des villes et des villages où il fait bon vivre, avec un taux d'évolution allant de 30 à 75% sur le ratio des communes de moins de 2000 habitants dans le département. Une reconnaissance donc du travail commun accompli, une évaluation positive de la vision et du projet que nous portons pour notre beau village. Le parc intergénérationnel incarne parfaitement cette dynamique, puisqu'il s'inscrit dans la politique globale que nous menons ces dernières années et qui tend à améliorer la qualité de vie de nos habitants. Il contribue à améliorer l'image positive de notre village, projet ambitieux et structureux. Il répond concrètement aux besoins et aux attentes de la communauté. La commune a ainsi saisi cette opportunité et bénéficie d'un équipement public de haute qualité. Cela n'aurait pas été possible ni envisageable sans l'accompagnement financier particulièrement important de l'Agence nationale du sport, le conseil départemental, de la région Occitanie, la communauté de communes du Pont de Bigard, et je tiens ici à remercier mon adjoint, Numa Noël, porteur du projet, pour cette grande réussite. C'est un projet qui, personnellement, me tenait à cœur, puisque je considère que ce nouvel espace est un facteur déterminant pour notre avenir. Au-delà d'un lieu de pratique sportive, ce nouveau parc intergénérationnel permettra aussi aux habitants de tout âge de se rencontrer et d'échanger. Le lien social s'en trouvera ainsi renforcé. Enfin, ces infrastructures publiques permettront de renforcer notre attractivité et inciteront, je le souhaite,
nos jeunes habitants à faire le choix de s'installer durablement sur la commune. Ce nouvel élan, ce dynamisme est un facteur d'attractivité pour de nouveaux habitants, notamment pour des familles avec des enfants, de jeunes enfants, qui fait écho à notre politique globale de revitalisation et de développement. L'amélioration de notre cadre de vie implique l'entretien de notre patrimoine, puisqu'il est le miroir de notre histoire. En l'entretenant, nous embellissons notre présent. Je citerai quelques exemples. L'église Saint-Vincent, à la suite de travaux de réfection partielle de la couverture et de la reprise de l'étanchéité du Solin, nous avons tenté d'inscrire l'église Saint-Vincent au titre de la législation sur les monuments historiques. Après de nombreux échanges avec la direction régionale des affaires culturelles et études de notre demande par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, celle-ci a été refusée en commission. Je citerai également le pont Louis-Philippe, qui a fait l'objet de travaux d'entretien et de rénovation assurés par les services spécialisés du département gestionnaire de l'ouvrage. Il a été ainsi revêtu de ses plus beaux atours pour célébrer son 100e anniversaire. Le foyer André Clément, puisque dans le cadre de l'amélioration continue de cet espace, nous avons procédé au remplacement de 2 climatiseurs plafonniers. On a couplé cela à un dispositif intelligent de suivi énergétique permettant la régulation de la température pour réduire notre consommation d'énergie. Enfin, le lieu dit Portalet, donc le bâtiment du Portalet, pour préserver ce bâtiment qui fait partie intégrante de notre patrimoine communal, il était impératif d'engager des travaux de rénovation. La toiture étant le premier rempart du bâtiment contre les intempéries, sa rénovation était une étape préalable, indispensable. Et elle marque une phase importante dans la mise en œuvre de notre futur projet de création de logements communal. Nous sommes collectivement fiers et heureux de ce qui a d'ores et déjà été réalisé. Nous savons tous qu'il reste beaucoup à faire. Comme je l'ai indiqué en introduction, nous traversons une période complexe, marquée par de nombreuses difficultés, raison de plus pour ne pas baisser les bras. Raison de plus d'aller de l'avant, de travailler sans relâche pour préparer l'avenir de notre village et celui de notre jeunesse. En unissant nos efforts, nous continuerons à œuvrer ensemble à la poursuite de nos objectifs. Je sais pouvoir compter sur la mobilisation et l'engagement de tous. Aussi, je remercie tout particulièrement chaque bénévole qui s'implique au service de nos associations. Pour conclure, nous avons posé les fondations d'une nouvelle dynamique pour Colias. Nous avons démontré notre capacité à agir et à tenir nos promesses, puisque nous avons tenu à 98% les engagements que nous avions pris en 2020. Ces réalisations accomplies ne sont qu'une première étape. Notre ambition est claire, faire de Colias une commune toujours plus dynamique, attractive et tournée vers l'avenir. Pour cela, nous travaillons à l'élaboration d'un nouveau projet d'avenir ambitieux, pensé pour le bien de toutes les générations. Sur ces derniers mots, l'équipe municipale s'associe à moi pour vous présenter les vœux d'harmonie et de partage pour une année 2025 fructueuse et pleine d'enthousiasme. Bonne et heureuse année.